Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième webinaire du Challenge BIS Performance. Il est 11 heures, comme on vous le disait hier, on aime bien démarrer à l'heure. On voit les participants qui commencent à rentrer dans la salle, à démarrer. Donc, premier webinaire hier qui avait pour trait les objectifs. On va continuer aujourd'hui. Nous vous rappelons qu'il faut que vous inscriviez sur le groupe Facebook. On vous a envoyé des invitations par mail. Donc, on a un groupe Facebook privé. Il n'y a que vous qui avez accès. Ça va vous permettre d'accéder au replay, même si vous avez aussi la possibilité d'accéder au replay sur une page spéciale. Mais vous pourrez comme ça aussi, sous le replay du groupe Facebook, commenter en direct. Ça va vous permettre également de répondre aux différents défis qu'on va vous donner, comme on vous l'a dit hier, à la fin de chaque webinaire, tous les jours. On vous lance un petit défi. Il y en avait un hier, il y en a qui ont répondu. Il y en aura un aujourd'hui, il y en aura un demain, il y en aura un jeudi, avec aujourd'hui Andy, demain Laurent et jeudi Olivier. Et ces différents défis et vos réponses vous permettront d'accéder à des cadeaux. Donc, on a plusieurs types de cadeaux. Sous le sapin, on a rempli notre hôte du Père Noël et il y a des cadeaux, bien sûr, pour tous les inscrits. Si Andy, tu peux changer de slide. Voilà, les cadeaux, donc à la fois pour tous les inscrits, mais également pour ceux qui participent au challenge. C'est pour ça qu'il est important de vous inscrire au groupe privé Facebook et de participer au challenge. Et les cadeaux pour ceux qui participent au challenge, il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui ont participé à tous les challenges. Et pourquoi 3, 2, 1 ? Parce que parmi tous ceux qui ont réalisé tous les défis quotidiens, eh bien, on tirera au sort. Le premier gagnera 3 heures de coaching avec nous. Alors, il choisira exactement comment il peut répartir ces 3 heures de coaching, soit avec un seul de nous quatre, soit avec nous quatre. Il peut, par exemple, prendre 2 heures avec Olivier, 1 heure avec Andy, ou alors 45 minutes avec chacun d'entre nous. Suivant la thématique qui l'intéresse, suivant où il en est de son projet, il pourra choisir. Le deuxième qui sera tiré au sort parmi ceux qui ont réalisé tous les challenges quotidiens aura 2 heures de coaching et le troisième, 1 heure. Et pour tout ça, on se retrouvera vendredi donc à 11 heures pour à la fois le détail des cadeaux pour tous les inscrits, c'est-à-dire que tous ceux qui sont inscrits à ce challenge, qu'ils participent ou qu'ils ne participent pas, qui sont en live ou qui regardent les replays, ils auront des cadeaux et bien sûr le tirage au sort pour les gagnants. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour le deuxième webinaire, aujourd'hui avec Andy. En 2023, je garde le feu sacré. Pour ceux qui ont regardé le webinaire hier en live ou en replay, j'ai teasé un petit peu de quoi il allait parler aujourd'hui, puisqu'il va parler de motivation. Et je ne vais pas lui prendre la parole plus longtemps. Andy, c'est à toi. N'oubliez pas, vous avez en bas de la fenêtre un petit onglet Q et R. Donc, c'est là que vous pourrez interagir avec Andy. C'est là où vous pourrez poser vos questions également. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Andy sera concentré sur sa présentation et moi, je gérerai les questions. Et on aura à la fin de sa présentation un temps d'échange qui vous permettra de poser vos questions et à Andy ou à Olivier ou moi de répondre et Laurent également. Et donc, voilà. On est parti pour 1 heure jusqu'à midi. On tient les délais comme on l'a fait hier, comme on vous le promet depuis le début. Andy, je te laisse la main. C'est à toi pour ce webinaire en 2023. Je garde le feu sacré. Ok, super, merci Eric. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Comme le dit Eric, moi, je ne vois pas vos réactions, mais je compte sur lui pour me les transmettre. Donc, là, hier, Eric, justement, vous a fait réfléchir à votre objectif et vous avez appris des astuces, des repères pour rendre vos objectifs utiles et efficaces. Mais en fait, ça ne suffit pas. C'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas parce qu'il va falloir agir pour atteindre ces objectifs. Il ne suffit pas de laisser passer le temps pour atteindre vos objectifs, pour réussir vos projets. Ce n'est pas le temps qui va vous faire avancer. Ça paraît évident, mais on oublie parfois que ce n'est pas le temps qui fait avancer vos projets, c'est le travail. Ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs, c'est le travail. La question que je me pose, c'est comment on fait quand on n'a plus envie de travailler, quand on n'arrive plus à se mobiliser. Ça vous est peut-être arrivé, à vous aussi, d'avoir le sentiment de manquer d'énergie, de ne pas savoir ce que vous voulez, de douter, de remettre en cause ce que vous aviez défini. En tout cas, moi, je connais bien cette situation et je la gère beaucoup mieux depuis que j'ai découvert ce que je m'apprête à vous partager. Parce que si on n'a pas un moyen de sortir de cette situation, eh bien, on doute, on stresse, on n'est pas efficace et puis on va même finir par détruire ou gâcher ce qu'on avait fait avant.
Parce qu'en fait, la motivation, c'est le carburant de l'action. Et si on n'a pas appris à remettre du carburant dans le système, eh ben, c'est normal qu'on soit parfois fatigué, démoralisé et qu'on n'avance plus. Et vous allez vous rendre compte, à travers cette heure que nous partageons, que remettre de la motivation dans votre réservoir, eh bien, c'est souvent beaucoup plus simple que ce que l'on croit. Mais savoir remettre de la motivation dans ce réservoir, c'est surtout indispensable. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'on n'est pas bon quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas bien quand on n'est pas bon. Dans le sport comme au travail, dans tous les domaines, on ne peut pas être bon quand on n'est pas bien. Et mon but, ça va justement être de vous aider à gagner en performance et en plaisir, parce que c'est indissociable en travaillant sur la motivation. Et pour ça, je vais m'appuyer sur des connaissances que j'ai acquises et que je vais partager avec vous, à la fois à travers de mes différentes lectures, et particulièrement l'excellent ouvrage de Daniel Pink, de vulgarisation de travaux scientifiques, qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive », que vous avez à l'écran, mais aussi sur mon parcours de préparateur mental certifié, spécialisé dans le sportif. Et bien sûr, ces connaissances théoriques, en fait, je les ai régulièrement éprouvées sur le terrain, que ce soit auprès des sportifs que j'accompagne ou auprès de mes clients, les dirigeants. Donc, mes objectifs pour ce temps qu'on partage, puisque je me prête au travail que nous a demandé Eric hier, c'est d'abord de vous permettre de prendre conscience de l'importance de la motivation et de votre capacité à intervenir sur votre propre motivation, ne pas subir. Vous permettre de vous auto-évaluer, même de manière très simple. Vous allez voir que plus c'est simple, mieux ça marche. Et là, c'est très simple et ça marche bien. Troisièmement, vous donner des clés concrètes pour booster votre propre motivation et celle de ceux qui vous entourent. Mais il y a aussi des limites à ce temps qu'on va passer ensemble. Vous ne serez pas meilleur dans une heure, ce n'est pas vrai. Vous allez progresser si vous mettez en œuvre ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous mentir, si vous restez passif derrière votre écran et que sitôt fini le webinaire, fini les actions, eh bien, vous ne progresserez pas. Parce que la capacité à travailler ensemble ou à se motiver, ça ne se décrète pas et qu'il faut de la méthode. Alors, au risque de vous décevoir, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais vous présenter. Ce n'est pas hyper vendeur. Toutes les connaissances que je vais vous partager sont déjà connues et validées, éprouvées sur le terrain, certaines depuis les années 70 au moins. Mais elles ne sont pas connues par la majorité d'entre nous. Ce qui est nouveau, c'est que le grand public puisse maintenant accéder à ces connaissances, que chacun d'entre vous puisse y avoir accès et les utiliser. Et ça, en fait, ça a l'air de rien, mais ça change tout. C'est ce qu'on pourrait appeler un game changer, si on parlait anglais. Et surtout en ce moment, dans un contexte professionnel qui est quand même très incertain, qui est changeant, qui est stressant, où les uns les autres changent de métier de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement, si vous avez le choix entre deux environnements professionnels, même perso, là je parle du pro, on est dans un contexte pro, mais ça s'applique aussi sur vos réflexions perso. Si vous avez le choix entre deux environnements pro, d'un côté, celui qui vous permet d'alimenter votre motivation, de l'autre côté, celui qui ne vous permet pas de l'alimenter. Vous êtes dépendant et en plus, ça ne vous convient pas. Le choix entre les deux, il va être évident. La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est pareil pour ceux qui travaillent avec vous. Si vous encadrez des équipes et que vous êtes capable de créer pour eux un environnement motivant et stimulant, vous allez garder vos équipes. Et en ce moment, ça, c'est une compétence rare et précieuse. Donc, ma promesse, c'est de partager avec vous les secrets des préparateurs mentaux. Et comme je vous fais une promesse et que j'ai envie que ce temps soit utile pour vous, que vous soyez actifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais vous demander, vous aussi, de faire une promesse et de tout simplement prendre un engagement moral à travers le chat et de me dire quels auront été les 3 éléments qui vous auront le plus marqué pendant ce temps d'échange que nous aurons eu. Donc là, je vais faire confiance à Eric parce que je ne vois pas le chat, mais je voudrais que vous mettiez dans le chat, par exemple, OK top 3 ou OK je m'engage. L'idée, c'est que vous soyez actif dans votre écoute, vous prenez papier crayon et vous dites, voilà, qu'est-ce qui me marque le plus dans ce que raconte Andy Chauveau aujourd'hui? Et à la fin, dans le chat, tout simplement, vous me remettrez, si vous voulez bien, les éléments qui vous ont le plus marqué. Le but, c'est que vous soyez actif dans votre écoute. Allez, je me présente. Ce n'est pas encore fait. Un peu de correction. Alors, je m'appelle Andy Chauveau, ça, vous le savez. Je suis ingénieur conseil. Ça veut dire que mon travail consiste à aider les dirigeants à surmonter leurs défis au quotidien. Mais je suis également professeur 5e dan de judo, ce qu'on appelle un haut gradé du judo, et préparateur mental certifié. Ça, vous l'aviez compris. Ma mission, c'est de permettre aux dirigeants d'obtenir les résultats qu'ils méritent, de réussir leur entreprise. Parce que souvent, quand on dirige une entreprise, quand on dirige
son entreprise. Même quand on est seul, eh bien, on a une compétence technique, mais on n'a pas forcément appris à diriger. On travaille dans son entreprise, mais pas forcément sur son entreprise. Et j'ai une conviction, éprouvée sur le terrain depuis plus de 10 ans, c'est que la réussite passe d'abord par la capacité à travailler ensemble. Eric nous l'a rappelé hier, en parlant des objectifs personnels, il nous a rappelé qu'on avait besoin des autres. Olivier nous a rappelé, il nous a dit, nous a partagé, confié, que pour avancer dans ses objectifs, lui, il avait besoin de se sentir engagé par rapport aux autres. Vous pouvez trouver 1000 illustrations, mais ma conviction, c'est que la réussite passe d'abord par la capacité à travailler ensemble. Et donc, c'est ce sur quoi j'interviens, c'est mon filtre d'action. Et quand on veut observer, quand on veut améliorer un phénomène, il faut être capable de l'observer. Quand on observe l'infiniment petit, on utilise un microscope. Quand on veut observer l'infiniment grand, on utilise un télescope. Comment je fais pour optimiser, pour observer le travail ensemble? Sachant que c'est pour moi le moyen le plus simple pour optimiser le quotidien et aller chercher à la fois de la performance et du bien-être de manière durable. Mais alors, pour l'observer, comme je n'ai pas trouvé d'outils dédiés à ça, eh bien, petit à petit, à force du temps, à force des accompagnements, j'ai créé ce que j'ai appelé la matrice du travail ensemble. 2 questions. Travailler ensemble avec qui? C'est la ligne. Deuxième question, travailler ensemble comment? Quelles actions, quels leviers on actionne? Eh bien, travailler ensemble avec qui? D'abord, entre associés, au sein de ses équipes et avec ses clients. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous détailler la matrice du travail ensemble, c'est pour que vous puissiez vous situer et situer le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cette matrice, donner du sens à ce qu'on fait. Donc, effectivement, je me suis rendu compte dans mes accompagnements que souvent, on m'appelle parce qu'il y a un problème au sein des équipes. Sauf que le problème, il vient souvent du haut. Et quand les associés ne sont pas en phase entre eux, de toute façon, ça ne peut pas marcher avec les équipes. Et si j'oublie de considérer mes clients et que j'interagis mal avec eux, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, dans un cas comme dans l'autre, moi, j'ai identifié 3 leviers sur lesquels j'interviens régulièrement. Premièrement, est-ce que le projet qui nous réunit est clair? Et là, vous avez directement l'intervention qui a été faite hier, animée par Eric. Est-ce que mes objectifs sont clairs? Si déjà mes objectifs ne sont pas posés, mon projet ne peut pas être clair, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, est-ce que l'organisation qu'on a mis en place, collectivement ou individuellement, est efficace? Est-ce qu'elle me permet d'atteindre mes objectifs? Est-ce qu'elle répond à ma personnalité, à mon historique, à mes envies, au contexte, aux contraintes du moment? Bon, tout ça, ça change, ça évolue. Et puis, 3e levier, c'est comment j'interagis avec les autres. Comment la manière de faire peut laisser un goût sucré ou un goût amer dans la bouche de mon interlocuteur. Et sans rentrer une nouvelle fois dans le détail de ce que vous avez à l'écran, mais on se rend compte, quand on croise ces 2 questions, qu'on aborde l'ensemble du fonctionnement d'une organisation. Eh bien, la motivation, je la positionne ici, dans la partie interaction. Comment je vais pouvoir enrichir les interactions, soit entre associés, soit avec mes équipes, soit avec mes clients, soit la mienne, en comprenant la motivation. Parce que la motivation, c'est un point de départ, et ensuite, il vous faudra construire des bonnes habitudes pour pouvoir mettre en place un système performant durablement. Alors, 4 bonnes raisons de s'intéresser à la motivation. Première bonne raison. Les résultats dépendent de notre motivation. J'aurais dû écrire « les résultats dépendent de notre engagement, de notre travail ». Mais tout ça, ça dépend de la motivation. Sans motivation, pas d'engagement, pas de travail, pas d'objectif, de moyens, pour rebondir sur ce qu'on disait hier, et donc des résultats en deçà de mes espérances. Encore une fois, ça paraît évident, mais plus c'est évident en général, et plus c'est fiable. Deuxième raison de s'intéresser à la motivation, c'est que travailler sur la motivation, ça permet de créer un vrai lien interpersonnel. Alors, si vous êtes là, que vous êtes solopreneur et que vous travaillez, vous réfléchissez pour vous uniquement, ce point-là vous intéressera moins. Par contre, si vous avez besoin d'interagir avec les autres, et c'est toujours le cas, pour comprendre leurs attentes, pour comprendre comment leur donner envie de travailler avec vous, eh bien, en utilisant ce que je vais vous présenter tout à l'heure, vous aurez une méthode très très simple, même invisible, pour sonder, questionner et créer un vrai lien avec la personne qui est face à vous, en posant les bonnes questions. Écouter, c'est poser les bonnes questions. Et là, vous aurez une méthode qui vous permet d'identifier des questions qui sont puissantes et simples. Troisièmement, c'est très facile, vous allez le voir, d'agir sur la motivation. Alors, qu'on soit très clair, il ne s'agit pas de manipuler les gens, il ne s'agit pas de forcer. On ne peut pas forcer la manipulation, comme on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, on peut être attentif aux mécaniques qui vont nourrir la motivation de l'autre ou la mienne, et par conséquent la protéger, ou même être actif pour mettre en place les ingrédients dont j'ai besoin pour aller bien, tout simplement, et donc être bon. C'est du bon sens tout ça.
Et puis, quatrièmement, eh bien, la motivation, ça permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être performant et d'être bien dans ses baskets. Est-ce que vous me suivez? Eric, est-ce que tu as eu des réactions dans le chat sur les OK top 3, les je m'engage, etc.? Non, pas encore. Pas Ah, encore. alors je fais pause. Il y a Jean-Pierre qui a dit qu'il s'engageait. Donc, pour les autres, je vous rappelle, vous pouvez vous servir de l'onglet questions-réponses pour dire que vous vous engagez, interagir avec Andy de manière asynchrone. Et moi, je me permettrai de transmettre vos questions ou vos interrogations à Andy quand ce sera le moment. Mais voilà, donc il y en a une autre. Yes, il y a Jean-Michel aussi qui s'engage. Donc voilà. On a 2 personnes qui s'engagent. Vous êtes, si on ne se compte pas nous, 21 participants. Voilà, Sako qui s'engage. Guillaume, je m'engage à interagir. Nicolas, voilà, ça arrive. Tu as bien fait de le répéter, Andy. Voilà. Donc, voilà, les gens s'engagent, donc tu peux continuer. C'est important, merci. J'ai besoin de carburant aussi. Moi, j'ai besoin de savoir, de sentir qu'il y a des gens qui écoutent et qui s'intéressent. Alors, pour entretenir ta motivation. Exactement, j'ai besoin de ça. Alors, je vais vous parler, pour commencer, des 3 grands types de motivation. Encore une fois, là, c'est des informations que vous trouvez assez facilement, qui sont issues de ce livre dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve qu'il est très simple, très efficace. Le premier type de motivation, puisque la motivation, c'est ce qui nous donne envie de nous bouger, c'est la motivation biologique. On parlera ensuite de motivation extrinsèque, puis de motivation intrinsèque, qui est celle sur laquelle je vais concentrer mon propos. La motivation biologique, c'est très simple. C'est que ce qui nous pousse à nous bouger, à nous mouvoir, à faire des efforts, parfois inconfortables, c'est notre besoin de boire, de manger ou de nous reproduire, tout simplement. Donc des besoins vitaux, primaires, basiques. Mais c'est la première raison qui fait qu'on bouge. Quand on est en grande difficulté, là, on se bouge, on va trouver du travail, on va accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées autrement parce qu'on est obligé d'y aller. Bon. Dans le cadre professionnel, on ne va pas tellement s'intéresser à ce sujet-là. Donc, le deuxième type de motivation que je vais aborder très, très rapidement, c'est la motivation extrinsèque. C'est-à-dire extrinsèque, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc, le bâton et la carotte. Ce type de motivation est largement appliqué depuis toujours dans le milieu professionnel, dans les écoles, etc. Pas de problème. C'est efficace, c'est même très efficace pour des tâches qui sont pénibles et répétitives. Quand il faut, sous la canicule, bâtir des stades, c'est bâton de carotte. Je n'irai pas plus loin. Mais donc, c'est efficace quand on a un travail qui n'est pas intéressant, qui n'est pas motivant par lui-même et qui est répétitif. Par contre, ça ne fonctionne pas pour des tâches qui demandent de la créativité et de la réflexion. Ça, on le sait, ça a été démontré. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à avoir de la créativité, ça ne marche pas. En fait. Et plus vous l'obligez, moins ça marche. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Allez, aime-moi ou je te fouette. Ça ne marche pas, ça. Donc, c'est efficace dans certains contextes et on a besoin de mobiliser ces leviers de motivation. Mais on est dans un monde professionnel dans lequel les tâches pénibles et répétitives sont de moins en moins présentes. On vous demande de plus en plus d'être autonome, d'aller chercher de l'information, de réfléchir, de connecter des données pour créer du sens, de créer du lien pour donner du sens. Donc, non seulement ces tâches-là, ce type de motivation, ne fonctionnera pas sur des missions qui vous demandent de la créativité, de la réflexion, mais c'est même pire que ça, c'est qu'elle va carrément détruire votre motivation. Si vous êtes, je ne sais pas, un créatif, vous faites de la création graphique, j'en sais rien, et que vous avez un chef qui vous met une pression et qui vous motive comme ça, c'est sûr que vous allez partir. C'est évident, en fait, ça a été démontré. Donc, on va s'intéresser à la motivation intrinsèque, celle qu'on a en nous, mais qu'il faut aller stimuler ou pas. Et l'approche, qui est celle que je partage avec Eric, puisqu'on est tous les 2 préparateurs mentaux, c'est celle des 6 plus 1 ingrédients. On va considérer que votre motivation est constituée de 6 ingrédients, plus 1, et que ces 6 ingrédients, eh bien, il faut un équilibre entre eux. C'est un peu comme une mayonnaise, s'il y a trop de sel, trop de poivre ou pas assez d'huile, eh bien, ça ne marche pas. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble, et il faut que l'ensemble soit équilibré. J'espère que vous êtes présents, parce que je vais avoir besoin de vos réactions. Quels pourraient être, selon vous, ces 6 ingrédients? Alors là, je vais aussi faire appel à Eric, parce que je suis aveugle. Donc là, j'ai besoin que vous mettiez dans la zone de questions, des propositions, non pas des questions, mais des mots, des mots-clés, qui, selon vous, viennent nourrir votre propre motivation, selon votre expérience. Les clés, vous les avez. Moi, je vais formaliser quelque chose que vous savez déjà. Alors, j'attends Andy, je scrute le chat. Jean-Michel, alors il y a financière, l'envie pour Nicolas.
Le plaisir pour Guillaume. Mhm. Pour l'instant, on n'en a que 3. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Pour vous, quels sont le désir pour Jean-Pierre, la reconnaissance La reconnaissance. pour Sako? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, de toute façon. Moi, je vais Non, simplement non, non. donner une grille de lecture, mais allez-y, lâchez-vous, hein, vous pouvez donner plusieurs. Laisser la place au perso, la réalisation de soi, le dépassement de soi pour Brigitte Annette, OK. On le en parle. challenge, donner du sens, le besoin d'appartenance, le sens pour Jean-Michel, on a 2 fois le sens. Henri et Jean-Michel parlent de sens. On a quand même quelques idées là. Très bien. Et puis, Le pour soi et la planète aussi. OK. Eh bien, on va continuer. Alors, effectivement, il y a plein de bonnes réponses dans ce que vous dites. De toute façon, encore une fois, comme je le disais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais c'est pratique d'avoir une grille de lecture qui permet de se positionner et d'auto-évaluer, d'évaluer. Le premier ingrédient de la motivation intrinsèque dont je vais vous parler, c'est le sentiment d'autonomie. Ce sera toujours le sentiment de. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est difficile de mesurer un sentiment tant qu'on ne se pose pas la question. Donc, le premier sentiment, le premier ingrédient de la motivation, ça va être le sentiment d'autonomie. Est-ce que je me sens autonome dans ma tâche? Alors, l'autonomie, elle peut prendre des formes variées. C'est-à-dire que je peux me donner plus ou moins d'autonomie, je peux en prendre conscience, ou je peux donner de l'autonomie à mes équipes ou leur faire prendre conscience qu'ils ont de l'autonomie en agissant sur, par exemple, qu'est-ce que je fais? Tu as le choix des tâches. Écoute, c'est pas compliqué, il y a ça à faire, je te fais confiance, tu fais comme tu veux, mais ça doit être fait. Éventuellement, dis-moi comment tu prévois de t'organiser. La majorité d'entre vous, de ceux qui nous écoutent, sont, je l'imagine, relativement autonomes dans le choix de leurs actions. Peut-être trop, c'est même parfois déstabilisant, on peut se perdre, d'où la nécessité d'avoir des objectifs et des plans d'action. On peut aussi agir sur le « avec qui est-ce que je travaille ?» tu écoutes, tu vas faire ça, ça, ça et ça, par contre, tu le fais avec qui tu veux. Voilà. Et donc, je donne une consigne qui permet à mon interlocuteur de sentir qu'il est autonome. Sens-toi libre de. Voilà. Quand on est tout seul et qu'on discute avec soi, eh bien, on peut simplement se poser la question. Ah, voilà, c'est moi qui choisis ce que je fais, je choisis avec qui je le fais, j'ai envie ou j'ai pas envie de travailler avec telle personne. Et j'ai le droit d'écouter cette envie-là. Ensuite, ça peut être sur la manière dont je fais. Écoute, tu vas faire ça avec telle personne, mais tu fais comme tu veux. Ça, c'est un sujet que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes clients. C'est-à-dire que je leur dis souvent qu'un chef, c'est fait pour cheffer. Donc, ils donnent la direction. Par contre, ils interrogent leurs équipes sur les modalités. Et c'est comme ça qu'ils vont embarquer leurs équipes parce que les équipes se sentent écoutées. Et le fait, c'est qu'elles le sont. Évidemment, le chef décide à la fin, mais la règle du jeu est posée dès le début. Mais j'interroge les gens sur la manière dont je vais avancer. Tiens, j'ai prévu de faire ça, et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, cette manière de faire? Même si c'est moi qui décide, même si c'est moi qui mets en œuvre, quand j'interroge l'autre, quelque part, je nourris son sentiment d'autonomie, de liberté. Et puis, ça peut être aussi le choix du rythme. Écoute, je vais avancer au rythme que je veux. Oui, donc voilà. Donc, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est intéressant de se demander, voilà, quel est mon niveau d'autonomie, mon ressenti d'autonomie. Parfois, simplement en se posant la question, on va faire progresser la perception qu'on a. Et ça nourrit la motivation, puisque c'est un des ingrédients. Ça peut. Deuxième ingrédient, il a été cité, je crois, c'est à nouveau un sentiment, ce sera toujours le sentiment de plaisir. Et oui, ça peut paraître évident et c'est tout simple, mais je suis bien plus motivé à faire quelque chose quand ça m'apporte du plaisir. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui m'apporte du plaisir dans ce que je fais? Comment développer ce quelque chose qui m'apporte du plaisir? Oui, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes, mais il y en a toujours. Mais est-ce que les événements, les actions qui me génèrent du plaisir sont supérieures à celles qui sont nuisibles? Et auquel cas, je l'accepte, puisque la liberté, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. Donc, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir dans mon activité? On parlait hier de définition d'objectifs. Moi, je vous partageais le fait que j'aime bien interroger mes envies. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce qui va me motiver? Qu'est-ce qui va me donner envie de bouger? Qu'est-ce qui va faire que je vais durer, que mes efforts vont perdurer dans le temps pour atteindre mes objectifs? Donc, sentiment d'autonomie et sentiment de plaisir. Et ce n'est pas un gros mot que de parler du plaisir. J'interroge les dirigeants que j'accompagne sur ces sujets-là et au général, ils n'osent pas répondre à ça. Donc, ce n'est pas la question. Bien sûr que si, c'est la question.
surtout dans un environnement contraignant et incertain. Et on n'a pas tellement de certitude autour de nous, donc il faut aller chercher celles qui sont à l'intérieur, et on sait très bien ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous fait pas plaisir. Ensuite, le troisième ingrédient, hein, Eric, tu n'hésites pas à m'interrompre hein, si jamais il y a des questions ou des réactions dans le chat. Hein. Bien sûr, je suis concentré. Je regarde ce que disent nos spectateurs et à l'occasion, je ne manquerai pas de t'interrompre pour poser une question si elle est pertinente au moment pile poil où tu parles. Ok, merci. Donc, sentiment d'autonomie, sentiment de plaisir. On continue. Le sentiment de maîtrise. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas bien quand on n'est pas bon. Je ne connais personne qui soit content d'être mauvais, en fait. Et être mauvais, ça ne veut rien dire. Tout est relatif. Donc, on est dans la perception que j'ai de mon niveau. C'est-à-dire que, je vous disais, moi, je suis judoka, je suis 5e dan, donc ça commence à causer un petit peu. Mais quand je regarde les 6e, les 7e, les 8e dan, je me sens tout petit. Et quand je vois des moins gradés, je me dis, bah oui, c'est normal en fait qu'ils soient moins expérimentés, ils sont plus jeunes, c'est normal. Mais on a tendance à se comparer et il faut savoir remettre son niveau de compétence, son niveau de maîtrise dans l'environnement qui est le nôtre. Et ça peut se faire aussi en discutant avec les autres. Quel est mon sentiment de maîtrise? Est-ce que j'ai le sentiment de maîtriser? Oui, non, quoi, pourquoi, comment, etc. Évidemment, si vous prenez, j'aime bien prendre cet exemple-là, l'exemple d'un ado qui jouerait toute la journée aux jeux vidéo, Fortnite par exemple, je ne sais pas si c'est encore à la mode, eh bien, il est autonome dans son jeu. En fait, il joue comme il veut, il prend les personnages qu'il veut, les armes qu'il veut, j'en sais rien. Il prend du plaisir, c'est évident, sinon il n'y passerait pas ce temps-là. Et puis, il maîtrise son jeu, il maîtrise ses décisions, etc. Donc ça, c'est motivant pour lui. Vous demandez pourquoi il y passe tout son temps. Ben, il a beaucoup d'ingrédients de la motivation qu'il va trouver dans cet univers-là. Ensuite, quatrième ingrédient, donc après l'autonomie, le plaisir et la maîtrise, le sentiment de progrès. Ben oui, c'est très lié au sentiment de maîtrise. C'est-à-dire que sans progrès, pas de mouvement. Et le mouvement, c'est ce qui nous permet de fédérer, de faire avancer, d'avoir envie d'avancer. Le verre, il n'est pas à moitié plein ou à moitié vide. Quand je décris un verre à moitié plein ou à moitié vide, je pose un constat. Très bien, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Il faut mettre ça en mouvement. Quelle est la dynamique que j'ai envie de donner à ce verre? Est-ce que j'ai envie de le remplir? Est-ce que j'ai envie de le vider? C'est beaucoup plus motivant de dire aux gens, hey, venez avec moi, on va progresser dans le fait de vider les verres. On va arriver à ce résultat-là, on se projette, que de leur dire, venez, on va regarder, contempler un verre pour savoir s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Pas tellement d'intérêt, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Donc le progrès, le sentiment de progrès, c'est hyper important et évidemment, c'est directement corrélé au sentiment de maîtrise. Je n'ai pas l'impression de maîtriser aujourd'hui, mais je sais comment je vais faire pour progresser. Je sais à quel rythme je veux progresser. Je sais quelles étapes je vais mettre en place pour progresser. Je vous parlais de mon sport, le judo. En judo, on a des ceintures de couleur qui permettent de mesurer le progrès. Et lorsque j'interroge un de mes judokas, un des meilleurs selon moi, et que je lui demande quel est ton sentiment de progrès, eh bien, il me dit, moi, je ne progresse pas. Et je dis, mais t'es fou, t'es un de ceux, voire celui qui progresse le plus vite de tous les élèves que j'ai eus. Mais ça ne sert à rien de lui dire ça, parce que ça, c'est ma lecture, c'est ma vision. Ce qui compte, c'est son ressenti à lui. Donc, je me corrige et je lui dis, ah bon, tu n'as pas le sentiment de progresser. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu aies le sentiment de progresser? Est-ce que tu te rends compte que tu es passé de ça à ça? Et dans ma manière de le coacher, de le former, de l'accompagner, eh bien, je fais faire très attention à la manière dont j'exprime les choses. Je vais dire, tiens, regarde, là, tu es à ce niveau-là, j'aimerais que tu sois capable de relever ce défi, un tout petit défi. Et quand il a relevé, tu dis, regarde, tu as réussi, tu as progressé. Et juste ça nourrit le sentiment de progrès, en fait. Et le sentiment de maîtrise qui est associé. Petite expérience personnelle que je vous partage. Dans le monde du sport, c'est pratique, ça permet d'avoir plein d'exemples. J'étais à l'époque 4e dan et je m'entraînais, je suis enseignant, donc la majorité des gens avec qui je m'enseigne sont moins gradés que moi, moins expérimentés, parfois plus forts physiquement, mais bon. Et puis je sentais que ma motivation baissait. J'avais moins d'entrain, moins d'envie, j'étais un peu perdu. Et en fait, je ne savais plus comment progresser. Je savais que j'avais un certain niveau de maîtrise, je savais que je n'étais pas du tout arrivé au bout, mais je ne savais plus comment évoluer, par où passer pour progresser. Et puis, le hasard est bien fait, un monsieur est arrivé, un haut gradé, 7e dan, d'un certain âge, évidemment, 70 ans passés, un petit peu mal à la hanche, un peu mal au genou, plus forcément capable de bouger dans tous les sens, mais il m'a mis les mains dessus. Et là, j'ai senti. Je dis, wow, ah ouais,
En fait, à son âge, il est capable de faire ça. Et ben, il est là, la voie de progrès, elle est là, en fait. La solution, elle est là. Et aujourd'hui, alors que j'ai un ménisque défaillant et que le poids de l'âge commence à se faire sentir, eh bien, ce que m'a apporté ce monsieur-là, ça nourrit ma construction personnelle. Et c'est ça qui est à l'origine du moteur de ma motivation actuelle. Comment je vais faire pour continuer à progresser, malgré le temps qui passe, malgré les blessures, malgré le niveau de maîtrise qui a augmenté? Comment je fais pour aller chercher encore plus? Hein, vous pourrez aussi poser vos questions à Eric sur le sujet. Quand on est champion du monde de bobsleigh, la notion de progrès, c'est forcément quelque chose de quotidien. J'insiste sur ce point-là parce que je vous ai parlé de mon thème qui était fédérer, embarquer, travailler ensemble. S'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de progrès. Donc, ça commence par avoir une vision claire de ce que je propose à moi ou à mes interlocuteurs. Et c'est pour ça qu'on a commencé par le thème des objectifs. Bon, allez, je passe à la suite. Andy, une Oui. question de Jean-Pierre qui demande, entre plaisir et maîtriser, il y a apprendre. Donc, voilà. Donc, est-ce que pour toi, cette motivation, elle vient là? Est-ce que aussi, où tu mettrais le plaisir d'apprendre, par exemple, est-ce que pour toi, juste apprendre, ça peut être un des ressorts motivationnels qu'on peut avoir, par exemple, dans j'ai du plaisir à apprendre, à découvrir de nouvelles choses? Je pense que tu l'as dit toi-même, effectivement, encore une fois, on a une grille de lecture, donc il ne faut pas s'enfermer dedans, mais je pense qu'on prend du plaisir à apprendre. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'aimais apprendre, en fait. Ça paraissait évident à ceux qui étaient autour de moi, mais j'en ai pris conscience. Donc, apprendre, qui permet de progresser, qui permet de mieux maîtriser, eh bien, effectivement, ça peut générer du plaisir. Et ça génère du plaisir, parce qu'en fait, c'est une fonction naturelle de l'humain. Quand on regarde un enfant, on lui laisse du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il joue et il apprend, en fait, tout seul, naturellement. Il observe, il teste, etc. C'est les fonctions vitales, naturelles de l'homme. Par contre, il y a des choses qu'on a envie d'apprendre et puis il y a des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre. Bon, et ça dépend des sujets et on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes sujets d'intérêt. Mais je te rejoins et merci Jean-Pierre. Évidemment que l'apprentissage va nourrir la motivation dès lors qu'il stimule le plaisir ou le sentiment de progrès. Donc, si j'apprends, je ne sais pas, n'importe quoi, j'apprends le bobsleigh alors que ce n'est pas mon truc, ça ne va pas m'apporter du plaisir. Ça ne va pas m'amener du sentiment de progrès. Et ça, je pense que tu touches un point, comme tu l'as dit, on est tous les deux formés à la préparation mentale, qui rejoint une question de Sacco aussi, qui dit à quel moment se manifeste ce plaisir, avant de commencer, pendant l'exécution ou après. Et en fait, je pense que tu peux peut-être préciser que en fait, c'est propre à chacun, puisque c'est notre sentiment qui compte. Et par exemple, moi, sur certaines tâches, mon plaisir, il va venir de l'excitation avant de commencer. Il y en a sûrement d'autres qui vont être pendant l'action. Il y en a d'autres qui vont être après, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et je pense que dans cette motivation, ce qu'il faut comprendre, c'est pour notre motivation, nous. Et il faut comprendre, je pense, que les autres peuvent avoir un autre mécanisme motivationnel qui leur est propre. Et peut-être que sur la même tâche, moi, ce qui va me motiver, c'est l'excitation avant de commencer. Et toi, Andy, ça va être après le fait de l'avoir fait. Est-ce que je suis juste par rapport à ça? Non, mais complètement, tout à fait, c'est très pertinent. C'est-à-dire que chacun ne va pas prendre son plaisir dans la même source. Ne serait-ce que dans une activité, moi, j'aime par exemple progresser techniquement. Gagner des compétitions, ça ne m'a jamais transcendé, en fait. Par contre, enseigner, transmettre, ça m'amène du plaisir. Et je prends plus de plaisir à voir gagner mes élèves en compétition qu'à gagner moi-même. Et puis, il y a d'autres qui prennent beaucoup, beaucoup de plaisir à gagner en compétition, même sans technique. Il n'y a pas de jugement à porter. Chacun ses sources de plaisir. Ce qui est important, c'est effectivement la question que se pose Sacco. C'est de se dire où est-ce que je prends mon plaisir? Et à partir de là, quand j'ai répondu, OK, comment je fais pour donner de la place à ça? Parce que si je ne donne pas de la place à ce qui m'amène du plaisir, il va me manquer un ingrédient motivationnel. Et donc, je ne serai pas motivé et je ne tiendrai pas la distance. Et c'est sur la distance que les réussites se font. Exactement. Donc, c'est une vraie question, mais la réponse, elle est propre à chacun. Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche, c'est que deux frères jumeaux ne donneront pas les mêmes réponses. Et puis, ça peut changer d'un moment à un autre, et puis ça va changer d'un milieu à un autre. Mais comme c'est des questions qui sont très rapides à se poser, c'est-à-dire que moi, je fais régulièrement l'auto-évaluation de ma propre motivation, pour en reparler plus tard si on veut dans la discussion, mais je vis en ce moment un changement de relation avec mon sport historique qui est le judo, que je pratique depuis 25 ans, etc., parce que le contexte change et qu'il faut que j'arrive à redonner, à retrouver du plaisir dans ma pratique. Je prends moins de plaisir à enseigner que j'en prenais. OK, je vais chercher autre chose, j'essaie de comprendre pourquoi. J'ai compris pourquoi. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau technique qui fait que quand j'enseigne, j'apprends plus grand-chose. En fait, ça peut paraître un peu prétentieux, mais enseigner, pardon, c'est pour moi le meilleur moyen d'apprendre.
Et compte tenu du parcours et du nombre d'années depuis lequel j'enseigne, j'ai plus le sentiment d'apprendre grand-chose. Il faudrait aller voir d'autres enseignants, aller dans des stages. Mais avec la vie perso, c'est pas facile de libérer du temps. Donc, j'ai plus ce sentiment de progrès, en fait. Et donc, ça casse complètement ma motivation. Il faut aller la stimuler ailleurs. Donc, ça change dans le temps. Je prends plus de plaisir. OK, ben, où est-ce que je prends du plaisir aujourd'hui à aller plus loin dans la recherche, dans la compréhension? Ben, ça s'appelle un 6e dan, en fait. Hein. Et donc, on va aller là-dedans parce que c'est ça qui m'amène du plaisir et que la source de mon plaisir s'est déplacée. C'est normal. Mais à partir du moment où j'ai des clés de lecture, je le vis bien et je peux m'adapter. Je subis beaucoup moins. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour les autres, évidemment. Merci Andy, et je te laisse continuer peut-être avec le 5e ingrédient. Ouais, comme tu le vois, c'est un thème qui me motive. Il ne faut pas mettre une pièce parce que je démarre. Le 5e ingrédient, c'est le sentiment d'appartenance. Il a été cité tout à l'heure, je crois, dans ce que tu m'as dit. Alors, sentiment d'appartenance, c'est évident, hein, mais c'est hyper important. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le sentiment qu'on s'intéresse à moi pour autre chose que pour ce que j'apporte à l'équipe? Est-ce que je suis juste un numéro? Est-ce que je suis une personne? Est-ce que lorsque j'arrive au travail le matin, on m'interroge et on m'écoute sur ce que j'aime, sur ce que j'ai fait, sur les vacances que j'ai passées, ou est-ce qu'on vient simplement me dire, tiens, tu as telle tâche à faire et puis si tu le fais bien, tu auras une récompense? Si j'ai le sentiment qu'on m'écoute, alors ça vient nourrir mon sentiment d'appartenance. Si j'ai l'impression que je peux donner mon avis, même si ce n'est pas moi qui prends la décision finale, alors j'ai le sentiment d'appartenir à un collectif, à un groupe. Ce n'est pas par hasard si les rugbymen, les footballeurs, etc., mettent des maillots, si on met des uniformes ou si on met des tenues communes. Ce n'est pas par hasard si un peuple entier se réunit derrière son équipe de football alors qu'elle atteint les demi-finales, alors que quelques semaines après, tout le monde disait de boycotter l'événement. Bon, parce qu'on a besoin de ça. On est des animaux sociaux, historiquement, culturellement. Hein, voilà. On est mort quand on est seul. On est des animaux claniques. Si je n'ai pas le clan pour me protéger, je meurs. Donc le sentiment d'appartenance, il est très, très, très enfoui, très puissant. Et il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment d'être rejeté. Un exemple récent, vécu. Un des clubs de judo dans lequel j'enseigne encore un tout petit peu depuis plus de 10 ans. J'ai créé beaucoup de choses dans ce club de judo, je l'ai vraiment redynamisé, j'ai créé du sport pour les handicapés, du sport pour les scléroses en plaques, Parkinson, Alzheimer, beaucoup de nouvelles activités, etc. Au moins 7 ou 8 nouvelles activités qui ont très bien fonctionné, etc. Donc j'ai amené une vraie dynamique dans ce club-là, depuis 10 ans. Et puis le Covid arrive, le bureau s'en va, il est remplacé par un autre. Il ne prend pas la peine de rentrer en contact avec moi et avec l'autre enseignant qui, lui, est là depuis 30 ans. Et puis, alors que j'anime une de mes séances, je me rends compte que derrière la partie vitrée, le bureau a changé. Je ne suis pas averti. Je suis salarié du club, je ne suis pas averti. Je suis là depuis 10 ans, je suis là avant eux, je ne suis pas averti. Donc, je contacte l'un des membres du bureau que j'apprécie, un de mes anciens élèves, puis je lui dis, de manière un peu sarcastique, je dis, tiens, vous avez changé le bureau? Ah bah oui, c'est bien, on a un tel, c'est super. Je dis, ouais, d'accord. Il n'a juste pas compris que moi qui suis là depuis 10 ans, je constate que, il n'y a pas eu d'assemblée générale, ce qui est juste impossible dans un fonctionnement associatif. Ou s'il y en a eu une, je n'ai pas été invité, je me sens exclu, je ne me sens pas appartenir. Ou alors il n'y a pas eu de compte-rendu d'assemblée générale, ou alors il ne m'a pas été diffusé, mais dans tous les cas, il y a soit un problème de fonctionnement, soit je me sens exclu, et puis on ne m'a pas donné l'info. Comment voulez-vous que j'ai le sentiment d'appartenir à ce groupe-là? Évidemment que ça ne me donne pas envie de travailler avec ces gens-là, puisqu'ils n'ont même pas la correction de m'informer qu'il y a un nouveau président. Enfin, à un moment, alors que c'est moi et l'autre prof qui portons le club. Donc forcément que ça va détruire ma motivation en tant qu'enseignant. La chance que j'ai, c'est que j'ai cette grille de lecture et que je sais que ma motivation prend ses sources ailleurs pour ce créneau-là. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais je sais qu'elle ne prend pas là. Donc, OK, je fais une croix là-dessus, je tolère et je passe à autre chose. Ce que je n'aurais pas fait il y a quelques mois ou il y a quelques années où je serais rentré en croisade. Mais ça m'aide à être plus cool, à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre ce que je ressens, ce qui m'agace, et donc à le gérer pour aller de l'avant. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est aussi simple que profondément ancré chez n'importe quel être humain. Et on ne peut pas faire semblant, ça se sent tout de suite. 6e sentiment à prendre en compte pour la motivation, c'est le sentiment d'engagement. C'est le sentiment qui va, comment dire, c'est à la fois un ingrédient et un résultat. Quand vous êtes engagé, vous travaillez, vous ne voyez pas passer l'heure. Quand vous êtes dans l'état de flow, quand le gamin est en train de jouer aux jeux vidéo ou quand vous êtes sur une tâche qui vous passionne, vous ne voyez pas passer le temps, vous êtes hyper engagé. Et de la même manière, si on ne vous donne pas les moyens de vous engager, vous ne pouvez pas être motivé. Si on vous dit, tu vois, ce projet-là, il est hyper intéressant, tu es autonome, tu pourras prendre du plaisir, de la motivation, mais par contre, tu n'y vas pas trop, bah, vous allez avoir un goût de non accompli. Ça va frustrer, forcément, ça va générer une frustration.
Donc, l'engagement, c'est aussi un sentiment important pour booster la motivation. Donc, si je résume, les 3 types de motivation, hein, nous, on se focalise sur la motivation intrinsèque. On a vu 6 ingrédients. Le sentiment d'autonomie, le sentiment de plaisir, le sentiment de maîtrise, le sentiment de progrès, le sentiment d'appartenance et le sentiment d'engagement. Moi, je les raisonne souvent par 2. Je mets autonomie, plaisir, je trouve qu'ils se ressemblent. Maîtrise et progrès, ils sont conditionnés l'un par l'autre. Appartenance et engagement aussi. Donc, je fonctionne par paire pour m'en souvenir plus facilement. Autonomie, plaisir, maîtrise, progrès, appartenance, engagement. Sauf que j'ai dit tout à l'heure que c'était 6 plus 1. OK, qu'est-ce qui nous manque? Selon vous, répondez dans le chat, qu'est-ce qui nous manque? Eric, tu me dis si le chat s'anime. Pour l'instant, non. Je pense qu'ils réfléchissent. Ou alors Pendant qu'ils réfléchissent, il y a une question de Jean-Pierre qui dit « Comment passer d'une route de progrès à une autre pour ne pas tourner en rond ?» C'est une question d'objectif. C'est une excellente question, mais c'est une question d'objectif. Il parle de route progrès, c'est la route Deming, en qualité PDCA, la plan, do, check, act. Je planifie, je fais, je contrôle et j'agis. Et puis, au fur et à mesure, je fais évoluer mes objectifs et je continue à progresser. Je connais un peu Jean-Pierre et je sais que c'est quelqu'un qui cherche en permanence à apprendre, à découvrir, à partager. Donc, il est en permanence dans cette phase de progrès. C'est quelque chose qui est naturel. Alors, j'ai des premières réponses qui tombent. Pour ton point d'interrogation, j'ai action, j'ai réussite, j'ai résultat, j'ai sens, une deuxième réussite, donc ça fait 2 pour la réussite, la liberté. Alors, la réussite, je l'associerais personnellement, mais vous n'êtes pas obligé d'être en phase avec moi, avec la maîtrise. C'est-à-dire que j'ai réussi. Réussir, ça veut dire quoi? Réussir, c'est atteindre mon objectif. Réussir, c'est peut-être avoir mis en place les moyens de m'entraîner au moins 3 fois par semaine, même si je n'ai pas fait champion de France. Ça, c'était ça mon objectif. C'est l'exemple que donnait Eric hier. Si mon objectif, c'est de faire champion olympique, quand la cérémonie d'ouverture démarre, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Si mon objectif, c'est d'être sélectionné, quand ça démarre, j'ai atteint mon objectif. Donc, la réussite, elle est dépendante de votre objectif. Et pour moi, elle va alimenter le sentiment de maîtrise. J'ai atteint, je maîtrise, c'est ça que je voulais aller chercher. Donc, c'est vrai, mais je le mettrai dans cette grille-là, de cette manière-là. On a aussi liberté qui est apparue, on a aussi les autres. Alors, oui, alors les autres, je pense que je le mettrai dans l'engagement. Liberté, je le mettrai peut-être comme une des sources de plaisir que vous avez. Encore une fois, ce que je vous propose, c'est une grille de lecture qui doit vous permettre de rentrer tous ces éléments-là dedans. Parce que pour vous, votre source de plaisir, c'est peut-être la liberté, c'est peut-être la relation à l'autre. Auquel cas, le sentiment engagement va être très important pour vous. Mais la réponse a été donnée et pour essayer de vous guider un petit peu, je vais vous poser une question. C'est-à-dire qu'on a vu là les 6 ingrédients de la motivation intrinsèque. Très bien. Mais les gens qui donnent leur sang, ils le font pourquoi? Ils ne le font pas parce qu'ils se sentent autonomes. Ils ne le font pas parce que c'est plaisant. Ce n'est pas plaisant de donner son sang. Ça fait mal, on vous met une aiguille dans le bras. Ils ne maîtrisent rien du tout. On les branche, on les débranche, ce n'est pas eux qui décident. Le progrès, mis à part voir le sang qui se remplit ou votre sang qui s'en va, je ne vois pas trop où il est. Le sentiment d'appartenance, peut-être à la grande communauté des donneurs de sang. Le sentiment d'engagement, peut-être un peu, je suis engagé. Mais concrètement, pourquoi est-ce que je donne mon sang? Eh bien, parce que pour moi, ça a du sens. Effectivement, vous l'avez dit en entrée de jeu. Donc, le sentiment, le plus 1, donc il y a les 6 sentiments, les 6 ingrédients, pardon, 6 sentiments, plus 1, c'est le sens. Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Et c'est le grand drame de notre contexte économique et professionnel actuel. Les gens sont vraiment en quête de sens. Donc, j'ai mis ça, comprenez-vous pourquoi est-ce que le salaire n'est pas synonyme de motivation? Parce que vous pouvez payer quelqu'un cher, ça ne va pas donner du sens à ce qu'il fait. Et, alors, attendez, hop là, je voulais vous partager ça, je vais revenir en arrière. Le sens, hop, il est là. Excusez-moi, là. OK, je vais le prendre ici. Non, OK. On va rester là-dessus pour l'instant, je vais dérouler. Parce qu'après, je vais vous montrer comment je fais pour évaluer ça. Donc, effectivement, les 6 ingrédients, plus le sens. Ce qui justifie complètement le fait que, contrairement à tout ce qu'on peut vous dire, l'argent, ça va attirer quelqu'un pour venir travailler avec vous, mais ça ne va jamais vous permettre de le garder. On ne gardera pas quelqu'un en le payant cher, en le traitant mal et en le payant cher. Ça ne marche pas, et ça ne marche plus, et ça marche de moins en moins, sauf sur des tâches pénibles et répétitives.
L'appât du gain ne représentera jamais la motivation principale d'un chercheur. J'ai travaillé avec des chercheurs, je sais les conditions dans lesquelles ils travaillent. Franchement, ils ne sont pas là pour l'argent ou pour la gloire. Ils le font parce qu'ils sont autonomes dans ce qu'ils font, parce qu'ils prennent du plaisir, parce qu'ils maîtrisent, parce qu'ils sont engagés, etc., etc. Pas pour l'argent, c'est très clair. Et regardez par exemple, les personnels soignants, regardez, d'ailleurs, tous ceux qui travaillent dans le secteur public, leur motivation principale, elle n'est pas là pour l'argent. Par contre, le manque d'argent peut générer un manque de reconnaissance, qui lui va être désastreux, en fait. Manque de reconnaissance égale manque d'engagement, manque d'appartenance. OK. Comment je fais pour mesurer la motivation? Le temps passe. Alors, c'est très, très simple. Encore une fois, je me répète, plus c'est simple, mieux ça marche. Moi, ce que je fais, c'est que je pose la question à moi ou à mon interlocuteur sur chacun de ces 6 ingrédients. Je vais lui poser la question tout simplement, si on prend par exemple l'autonomie, de 0 à 10, où est-ce que tu mets le curseur? Quel est ton niveau, ton sentiment d'autonomie? Le sentiment, ce n'est pas une valeur absolue, c'est une valeur relative. Et puis, en fonction de sa réponse, je vais poser une ou deux autres questions. Si la réponse est basse, par exemple, il a mis je mets 2 sur 10. OK, 2 sur 10, ce n'est pas beaucoup. OK, pourquoi tu n'as pas mis 0? Et je la pose comme ça, cette question. Pourquoi tu n'as pas mis 0? Et là, il va se dire, oui, il y a quand même ci, il y a quand même ça. Rien que d'avancer dans son raisonnement, ça peut nourrir ce sentiment d'autonomie. Et si la note est bonne, mettons il a mis 8, 8 c'est top, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller chercher 10? On se projette, on met du mouvement, on n'est pas dans la contemplation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller chercher une note de 10? Et il va vous donner les clés, parce qu'il ne s'était pas posé la question. Et c'est vrai pour vous aussi. Vous pouvez le faire pour vous, prenez la feuille. OK, mon sentiment d'autonomie dans ce sujet-là, il est à 8. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller chercher 10? Il faudrait que je puisse faire ci, ça. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je n'y avais pas pensé. Action. Donc, je fais ça sur chacun des 6 ingrédients: sentiment d'autonomie, sentiment de plaisir, sentiment de maîtrise, sentiment d'appartenance et d'engagement. Évidemment, la question, c'était que manque-t-il? Vous le savez maintenant, c'est le sens. Pour répondre à la question du sens, ça ne marche pas sur cette feuille-là. C'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Et là, je vous remontre ma matrice du travail ensemble. Le sens, il est dans le projet. Il est dans la vision que vous avez, dans la destination que vous visez. D'où l'importance d'avoir des objectifs qui soient très clairs pour vous. Demain, avec Laurent, vous verrez comment vous mettre en œuvre pour aller chercher, dans votre cas à vous, les leviers qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Mais pour ça, il faut du carburant. Le carburant, il vient de ces 6 ingrédients, mais il vient aussi du projet. Le projet en lui-même peut être motivant ou non. Le projet en lui-même est la manière dont il est conçu, la manière dont on vous a interrogé pour le constituer, etc. Donc, si je résume, comment je fais pour évaluer ma motivation? Eh bien, d'abord, je vais, sur chacun des 6 ingrédients, mettre une note de 0 à 10. Et je ne vais pas tous les traiter. Je vais commencer par traiter les notes les plus basses. Si je dis n'importe quoi, mais mon sentiment de progrès, il est à 3, alors que tout le reste est autour de 7, 8, je vais commencer par m'interroger par mon sentiment de progrès. Il manque de sel dans ma mayonnaise, je vais rajouter du sel. Ça paraît logique, en fait, c'est très simple. Pour les notes les plus basses, effectivement, je vais poser les questions que je vous ai identifiées tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis 0? Les gens ne mettent jamais 0. En fait. Au moins, ils mettent 1. OK, pourquoi tu n'as pas mis 0? Qu'est-ce qu'il y a de positif quand même à aller chercher? Sur quoi on peut s'appuyer? C'est quoi le déjà là? Et puis, éventuellement, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin? Et puis, ensuite, je note les réponses et je vais lister les actions que je devrais mettre en œuvre pour les atteindre. Et puis, parmi toutes ces actions, parce qu'à la limite, si ça vient, je balance, je laisse mes idées sortir et ensuite je trie. Quelle est l'idée numéro 1 qui va m'amener le plus de résultats avec un minimum d'efforts en un minimum de temps? Comment je vais faire pour remonter mon sentiment de progrès rapidement? Parfois, rien que de se poser la question, c'est bon, c'est remonté en fait. Et puis ensuite, vous allez lister les tâches concrètement que vous avez à faire pour les planifier, les mettre en œuvre et vous donner une date limite. Parce qu'on l'a vu hier, un objectif est temporel, il est temporisé. Sinon, on n'est pas dans l'objectif ou dans le projet, on est dans le rêve. Donc, mon conseil, c'est faites-le d'abord avec un proche. Sondez un ami, sondez une amie, sondez votre compagne ou votre compagnon. Et puis ensuite, faites-le pour vous. Parce que c'est toujours plus facile d'appliquer la méthode pour quelqu'un d'autre que pour soi. Donc, vous allez interroger la personne qui se prête au jeu pour vous. Ça peut aussi se faire sur Facebook. Vous avez le groupe Facebook pour rencontrer des personnes si vous voulez. Et puis, vous allez lui poser ces 6 questions.
ton sentiment d'autonomie, tu le mets à combien? De 0 à 10, etc. Alors, dans un domaine particulier, évidemment, parce qu'on peut être motivé pour travailler, mais pas motivé pour aller manger chez belle-maman. Enfin, je dis n'importe quoi, mais donc vous choisissez bien le contexte dans lequel vous vous situez, le périmètre de votre réflexion, et sondez un ami pour pratiquer un tout petit peu ce questionnement-là qui va devenir, vous allez voir très vite, très simple et très naturel. Et ensuite, vous faites votre propre auto-évaluation. Alors, c'est un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de vous enfermer là-dedans, mais je trouve que ça va vous permettre de vous approprier la démarche plus facilement et de manière plus confortable. Et une fois que vous l'avez, vous l'avez fait une fois ou deux, c'est bon, hein, eh bien, vous êtes capable de vous poser des questions à vous-même, de sonder vos propres envies, de comprendre ce qui vous stimule ou ce qui vous révulse carrément. Et à ce moment-là, vous pourrez agir, changer de lieu ou peut-être intervenir sur les sujets. Donc, tu réfléchis au secteur dans lequel tu souhaites intervenir et puis tu interroges les 6 ingrédients de la motivation pour demander ensuite comment tu peux les faire évoluer. Première question, observation. Deuxième question, action. Voilà, j'en suis où et comment j'agis. Et puis enfin, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, vous pouvez faire le test du vampire pour savoir si une situation vous motive ou non. C'est-à-dire que le test du vampire, c'est simple. Vous allez identifier les personnes qui méritent une place dans votre vie. Quand je dis les personnes, c'est aussi les contextes pro. Si, après avoir passé un moment ensemble, vous êtes las, vous êtes fatigué, c'est que cette personne est un vampire. Si au contraire, vous n'avez rien perdu de votre entrain, si vous êtes motivé, stimulé, bah, vous n'êtes pas en présence d'un vampire. Et ce que je disais, ça ne se limite pas aux relations humaines, hein. Vous pouvez l'appliquer au travail, au loisir, au lieu. Moi, j'ai du plaisir à partager avec Laurent, Eric et Olivier parce que ça me stimule, ça me nourrit, ça me donne des idées. J'ai l'impression de progresser grâce à eux. Donc, je ne suis pas avec des vampires. Donc, sachez identifier les gens qui vous vampirisent, les situations qui vous vampirisent. Éventuellement, sachez pourquoi. Et là, vous choisissez soit d'agir parce que maintenant, vous savez comment agir, soit de partir parce que parfois, c'est la meilleure des solutions. Voilà, j'ai terminé ma présentation. On a vu jusqu'à présent que la motivation était un des ingrédients qui permet de gagner en performance via ma matrice du travail ensemble. Je vous ai partagé plusieurs raisons pour lesquelles je pense qu'il est pertinent de s'intéresser à la motivation, surtout en ce moment. Bon moyen de se sonder soi-même. Les 3 types de motivation et leurs applications. Et puis, on a fait le focus sur la motivation intrinsèque. N'oubliez pas que la rémunération, même si peut-être il y a des périodes où on est en difficulté financière et on imagine que, tiens, je vais aller mettre dans une situation qui ne me plaît pas trop, mais j'aurai de l'argent, mauvaise idée, ça ne marche pas sur le long terme. Et puis, vous avez vu comment mesurer la motivation et comment booster simplement la motivation. À partir du moment où vous savez poser des questions, vous êtes capable de générer un plan d'action, un plan de progrès. Et là, vous allez booster votre motivation et celle de ceux qui travaillent avec vous. Voilà, maintenant, je vais redonner la parole à Eric et à vous surtout, en vous demandant de respecter votre engagement et de me dire quels sont les éléments qui vous auront le plus parlé ou marqué pendant cette présentation. Et puis ensuite, on est sur la question-réponse. On a encore quelques minutes qui se feront donc via le chat. Voilà. Est-ce que, en attendant que nos participants notent sur ce qu'ils ont noté qui puisse leur servir, tu peux revenir sur le défi du jour, s'il te plaît? Complètement, c'est ce que j'étais en train de me dire, je te remercie. Parce qu'il est passé un peu vite. Je vous rappelle que donc, tous les jours, je vais faire un post sur le groupe Facebook privé. Donc, vous avez eu le lien, on va vous le redonner dans les différents mails que vous allez recevoir aujourd'hui quand le replay sera disponible. Hier, vous aviez une réponse par rapport aux objectifs. Aujourd'hui, vous en avez une par rapport au thème du jour qui est la motivation. Et donc, c'est indiquer vos ingrédients les plus faibles et les notes associées. Donc, je vous rappelle, vous avez 6 plus 1 ingrédients. Alors, peut-être noter les 6 qui sont les plus principaux et identifier pour vous l'action nécessaire pour booster votre motivation. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, je vais faire un post. Vous mettez ça en commentaire. Je vous rappelle que répondre à tous les défis chaque jour vous permettra de participer au tirage au sort pour le cadeau de coaching personnel qu'on vous offrira vendredi. Si vous n'avez pas fait celui d'hier, il n'est pas trop tard. Vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook le post qui correspond à celui d'hier. Hein, c'est marqué, c'est identifié, défi jour 1. Aujourd'hui, ça sera défi jour 2. Et donc, vous pouvez le faire même si, entre guillemets, vous êtes un peu en retard. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à demander l'accès au groupe Facebook. Et donc, on va interagir. Et comme l'a dit Andy, il reste quelques minutes, donc je vais te partager ce qui s'est dit. Donc, pour Jean-Michel, donc, ce qui retient, c'est le sens comme premier driver pour lui, le sujet de l'autonomie et de ses leviers, et en 3, il est facile d'agir sur la motivation.
Et pour Élise, c'est mesurer la motivation, sonder un ami et l'auto-évaluation est top. Pour Guillaume, les 3 éléments principaux sont la motivation est un point de départ. Apprendre fait partie de ses moteurs à lui, donc motivationnels. Et le test du vampire, le dernier que tu nous as partagé, que je ne connaissais pas et que je vais donc tester. C'est pour ça que je m'en vais, parce qu'en fait, je me rends compte qu'après 1 heure avec vous, ça ne va pas bien. Alors, Nicolas nous dit « Je ne suis pas sur Facebook, mais je veux bien répondre aux défis par mail. Le problème, c'est que justement, le fait de répondre sur Facebook permet l'interaction, nous permet aussi, nous, d'interagir. Et les conseils qu'on peut donner peuvent aussi aider les autres. Donc, c'est pour ça qu'on le fait sur Facebook, parce que c'est un lien d'interaction. Il faut savoir que ce groupe privé, on va le supprimer le 26 décembre. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va garder et auquel on va se servir. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner ces informations. C'est pour ça qu'on le fait sur Facebook. Hier, j'ai répondu aux différentes personnes qui ont partagé leurs objectifs et peut-être que ma réponse à Andy, par exemple, peut servir à Olivier. Donc, c'est pour ça qu'on le fait sur Facebook. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres réponses qui étaient arrivées entre-temps. Je vais y répondre aujourd'hui. Pour Henri, c'est plaisir, progrès, engagement parmi les 6. Donc, ça veut dire, Henri, que peut-être que les autres, c'est un peu plus faible. Donc, ce sera peut-être la réponse au défi du jour d'Andy et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les 3 autres sentiments de progrès, de motivation puissent remonter. Pour Nicolas, c'est connaître les bonnes questions à se poser et savoir comment les mesurer. Frédéric, se servir de la motivation pour combattre la procrastination. Henri, bien entendu, donner du sens est primordial. Et Jean-Pierre, appartenance et savoir prendre le large et voir comment on se sent. Pour Sacco, la motivation est le carburant de l'action. En 2, l'engagement permet de booster et de maintenir la motivation. Et le sens est le dénominateur commun. On a plein de choses excellentes dans tout ce que vous avez dit. Et je pense, Andy, tu peux être content de ce que tu leur as apporté. Alors, je suis content de vos réactions et merci pour votre engagement. Ça me motive. En ce qui concerne le sens, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes leviers. Ce qui fait du sens pour l'un ne fera pas forcément sens pour l'autre. La meilleure manière, c'est une question que je pose souvent à mes étudiants, les doctorants. Je leur dis, quand je veux savoir ce que pense mon interlocuteur, comment je fais? Alors, on discute, je lui pose la question, en fait, tout simplement. Je dis, qu'est-ce qui est utile pour toi? De quoi tu as envie? Quelles sont tes envies, tes objectifs? C'est exactement ce qu'on disait hier. Sous-entendu, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Peut-être que ce qui fait que quelqu'un va se positionner sur un projet qui a du sens pour vous et vous avez besoin de lui, eh bien, c'est son sentiment d'appartenance. C'est peut-être pas le projet en lui-même. Mais peut-être que tout ça, c'est un système, c'est une chaîne, tout se tient. C'est pour ça que on intervient sur ce challenge en donnant maximum de choses dans le temps imparti à travers 2 dimensions. Il y a le projet, l'organisation, les objectifs, la structuration, et puis il y a l'interaction avec l'humain. Comment moi je fonctionne et comment j'arrive à le comprendre à travers une grille de lecture, comment j'arrive à transmettre mes idées, c'est ce que vous verrez avec Olivier, qui est très très puissant, qui fait du copywriting visuel, en fait c'est beaucoup plus efficace encore que les mots, et pour réussir à passer mes idées, à me faire comprendre. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une vision claire de ce que je veux faire et d'être bien organisé, mais ça ne suffit pas non plus d'être bienveillant et sympa avec les autres. Il faut les 2, en fait. Et juste pour donner un petit exemple, si je peux me permettre, Andy, par rapport au sentiment d'appartenance, par exemple, il faut bien prendre conscience que c'est notre sentiment personnel. Ce n'est pas ce qu'on peut voir de l'extérieur. Et je me souviens, un jour, je travaillais dans une équipe d'informaticiens et on avait un membre de l'équipe, pour lui, qui aimait bien que sa journée soit très réglée. C'est-à-dire 8h30, 10h, je travaille, 10h, 10h15, je fais une pause café, 10h15, 12h30, je retravaille, etc. etc. Et nous, on était un peu plus souple, c'est-à-dire que si notre pause café elle était à 9h45 parce qu'on avait fini une tâche, on la faisait à 9h45. Et en fait, de l'extérieur, il y a des jours où en fait, il prenait son café tout seul, il y a des jours où il était avec nous, parce que lui, sa pause, c'était 10h, 10h15. De l'extérieur, quelqu'un qui vient, il aurait pu se dire, il n'appartient pas au groupe, en fait, parce que des fois, il boit son café tout seul, et voilà. Et en fait, lui, son sentiment d'appartenance au groupe, c'était justement qu'on accepte qu'il réagisse différemment de nous et qu'on accepte que lui, sa pause café, il avait envie que ce soit tous les jours de 10h à 10h15. Des fois, il était avec nous, des fois, il n'était pas avec nous. Et en fait, lui, il se sentait appartenir au groupe parce qu'on respectait justement sa manière de fonctionner. Et de l'extérieur, on aurait pu se dire, lui, il est vraiment exclu du groupe, alors que pour lui, sa motivation sur le sentiment d'appartenance, elle était très forte parce qu'on acceptait qui il est.
Et ça revenait un peu hier, ça complète ce que j'avais dit hier, où dans une équipe, on est tous différents. Et je pense que la motivation aussi, c'est savoir exprimer quelle est sa motivation personnelle. Et pour les autres, savoir l'accepter. C'est ce que tu répondais tout à l'heure par rapport à Sacco. Il y en a qui prennent du plaisir avant, il y en a pendant et il y en a après. Donc, c'est comme en sport, hein, des fois, on n'a pas envie d'y aller. Et puis, une fois qu'on a fini, qu'on a bien transpiré, on se dit « Ah ouais, finalement, c'était bien ». Et il y en a d'autres qui se disent « Chouette, je vais au sport ». Et le plaisir, il n'est pas au même moment. Et il y en a qui viennent au sport pour avoir un moment de détente à eux et sortir de la maison et des problèmes et tout ça. Il y en a qui viennent pour avoir des gros muscles. Il y en a qui viennent pour préparer une échéance sportive. Et il y a plein de raisons. Et ce qui compte, c'est de nourrir cette raison-là parce que c'est ça qui a du sens pour cet interlocuteur-là. Et effectivement, tout ça, là, c'est une technique, c'est un moyen, c'est une grille de lecture qui vous permet de rentrer dans l'univers de l'autre. Et il n'y a pas à juger que c'est bon ou que c'est pas bien. C'est son point de vue, c'est son univers, c'est vrai. Point. C'est la vérité. Quand je sonde des équipes professionnelles et que j'ai interrogé 3 à 4 employés pour commencer et qui me disent tous la même chose, c'est bon, j'ai compris. Et si le dirigeant me dit non, c'est pas vrai, peut-être que tu n'es pas d'accord, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il dit c'est leur point de vue partagé à tous. Donc, factuellement, c'est ce qui se passe et c'est ce qu'ils pensent, en fait. Donc, ils n'ont pas raison ou tort. C'est ce qu'ils vivent. Eh bien, écoute, en tout cas, on va essayer de respecter ce qu'on dit puisqu'il est midi, ça fait 1 heure. Alors, ça a été un petit peu plus long dans ton déroulé, mais c'est parce qu'on a interagi aussi en direct et c'était bien aussi. Donc, on essaye de respecter. Je vous rappelle, donc, vous aurez le replay, vous aurez les mails associés cet après-midi. Par rapport au replay, n'oubliez pas d'aller sur Facebook pour le défi. Vous pouvez compléter celui d'hier, celui d'aujourd'hui. Donc, dans l'après-midi, il y aura le post qui vous permettra… n'allez pas vous précipiter tout de suite sur Facebook pour mettre vos réponses sur la motivation et le défi du jour d'Andy. Attendez que je fasse le post cet après-midi. Et puis, on vous donne rendez-vous demain, même heure, 11 h, à l'heure pile, parce qu'on est précis pour 1 heure avec Laurent, donc sur piloter sa croissance, son chiffre d'affaires. Donc, voilà, et on est déjà à la moitié du challenge. Et on est très content que vous soyez parmi nous. On est très content de tout ce que vous nous apportez, parce que nous, ça nous motive aussi, puisque c'est le thème de la journée. Je pense qu'Olivier et Andy sont d'accord avec moi. Et on est très heureux de comment ça se déroule. Donc, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le Facebook. On est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Et on vous donne rendez-vous dès demain à 11 h. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Salut, salut.